Bonjour tout le monde, bienvenue dans Ils font l'actu, ravi de vous retrouver. Mon invité, John Crowley, il a quitté l'UNESCO où il avait passé 18 ans pour une mission, prouver que la transition écologique peut être rentable. Avec PHGD, il réinvente le conseil en alliant innovation, sciences humaines. Sa devise, produire mieux, consommer moins. Putain, programme quand même. John Crowley, bonjour, soyez le bienvenu à la maison. Merci. Ravi d'ouvrir ce débat avec vous, un homme d'expérience. Vous avez fait de la transition écologique un peu un combat. Tout à fait. On entend partout que transition écologique est inévitable, qu'elle est inévitable, que c'est obligatoire, mais dans les faits, est-ce que nos entreprises françaises, nos PME, sont prêtes à cette transition? Clairement, non. Non. Notamment parce que le terme transition est un petit peu trompeur. Il sous-entend qu'on sait exactement où on va et que le seul défi est de savoir comment et à quelle vitesse y aller. Aïe. En réalité, il faut dire transition écologique parce que c'est le terme que tout le monde reconnaît. Mais en réalité, on est dans une phase de transformation environnementale dont on ne connaît pas le résultat. On n'est pas capable de dire c'est là qu'il faut aller et donc décidons comment exactement. Il faut au contraire se préparer à cette transformation. Certains éléments sont connus. Bien sûr, il y a des politiques publiques sur l'eau, le climat, Ouais. la biodiversité, etc. Mais beaucoup des conséquences de ces politiques et des transformations sociales qui leur sont associées, on ne les connaît pas encore. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour les entreprises. Se mettre en conformité avec une réglementation, c'est relativement simple. Oui. Imaginer une stratégie propre pour rester robuste face à des transformations qu'on ne comprend que partiellement, parce que personne ne les comprend pleinement, ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc non, les gens On n'est ne pas sont prêts. pas prêts. Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être conseillés, éclairés, au plus proche de la réalité de leur pratique. Et ça aussi, c'est la... Moi, j'ai travaillé à très haut niveau dans les Nations Unies sur des plans mondiaux pour répondre à des défis. Là, il s'agit d'accompagner notamment les PME ou les collectivités de taille modeste au plus près de leur réalité qui est à chaque fois différente selon les secteurs, selon la géographie, selon la nature Ouais. précise de leur process. Il n'y a pas de solution globale qu'on puisse simplement plaquer sur chaque entreprise, fût-ce au sein d'un même secteur, a fortiori d'un secteur à l'autre. Je comprends bien. Quand vous parlez du mot transformation, je voudrais pas avoir l'air d'inquiéter dans les chaumières, mais selon vous, qui êtes sachant par rapport à nous sur ces domaines, cette transition, la question qu'on se pose vraiment, c'est est-ce qu'elle va être violente, soudaine ou lissée dans le temps? Elle est en cours depuis un moment, donc elle est déjà... Mais pour lissée dans l'instant, le temps. rien de violent en vérité. Est-ce qu'il va y avoir un moment donné de twist où on va devoir rattraper le retard et passer dans quelque chose d'un peu plus violent? Alors ça, effectivement, c'est un gros débat dans la littérature universitaire, même dans le débat public depuis quelques années autour de la thématique de l'effondrement, Mmh. qui est parfois d'ailleurs prise comme anxiogène, Mmh. alors qu'en réalité, il y a peut-être des choses qui méritent de s'effondrer. Ça aussi, il faut se rappeler parfois que Ouais. tout ne mérite pas d'être C'est préservé. vrai, vous avez raison. Il y avait un feuilleton d'ailleurs qui était, je crois, sur Canal+, il y a quelques années, 2019-2020, qui s'appelait L'effondrement, Ouais. et qui comptait en jours, à partir d'un effondrement non spécifié, comment la société s'adaptait. Et la réponse, c'est qu'elle ne s'adaptait absolument pas, bien sûr. À l'échelle de quelques jours, quand ça s'effondre complètement. La question, c'est quand les choses se passent sur un rythme graduel, sur une période relativement longue, on a le temps de s'adapter. Encore faut-il prendre ce temps, ne pas prendre de retard dans la réponse au processus et commencer aujourd'hui à travailler sur ce qui, si on ne faisait rien, s'effondrerait demain. Et ça, c'est une mentalité un peu différente. Mmh. On est au-delà de la conformité, on n'est pas dans la réponse aux problèmes d'aujourd'hui, on est finalement dans la réponse à l'ombre portée des problèmes possibles de demain. Mais déjà dans l'action. Mais déjà dans l'action. On le voit sur le changement climatique, avec la multiplication des épisodes caniculaires, par exemple. On vient d'en connaître un Ouais. en France Ouais. il y a quelques semaines, qui a montré à la fois la possibilité de ce type de phénomène, qui peut avoir lieu dans l'autre sens aussi, des phénomènes de temps inhabituellement frais, voire de gelée très tardive, qui détruisent les abricotiers, les vignobles, etc. Donc, on prend conscience du fait que c'est possible,
Et on prend conscience de la nature de la vulnérabilité à laquelle il faut répondre. Comment faire pour que, quand ça arrive, on soit robuste face à ce risque? Le risque lui-même, on peut peut-être le réduire un petit peu par l'action collective, mais on ne va pas l'éliminer complètement. De même, en matière de biodiversité, il est vrai que si on va au bout de la logique actuelle, notamment dans les campagnes, vous savez, l'un des paradoxes, on l'a souvent dit, c'est que de plus en plus, la biodiversité est en ville et pas à la campagne. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Ça dépend quelle campagne, ça dépend quelles pratiques agricoles. Mais il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'espèces se portent mieux, finalement, au plus près des humains que dans des champs remplis de pesticides et d'herbicides. Si on va au bout sans rien faire, effectivement, l'effondrement sera brutal et catastrophique. L'enjeu, c'est donc d'intégrer la possibilité de l'effondrement dans les politiques. Dans l'équation. Et ce que je voulais dire, cher John, c'est que autant au contact des gens et des humains qui nous entourent, on comprend et on voit tout de suite que le changement, la transformation de nos pratiques pour le climat, c'est OK pour les gens. Ça y est, c'est rentré dans le... Je pense qu'on fait tous des efforts, on fait tous attention pour que ça aille de mieux en mieux. Bon. En revanche, nos patrons de PME, j'en reçois tous les jours sur ce plateau. J'ai presque envie de dire, c'est un peu péjoratif, c'est un peu outrancier, mais c'est pas, ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Ils ont d'autres soucis en ce moment. Et j'ai l'impression que ce sujet-là est un des sujets qu'ils doivent traiter. Mais il n'y a pas que celui-ci. Vous comprenez ce petit côté attentiste, ce côté on ne bouge pas parce que de toute façon, on ne sait pas à quelle sauce on se fera manger. C'est en ça que je voulais dire, est-ce que les PME sont prêtes? Je pense qu'elles n'ont pas que ça en tête. Elles n'ont pas que ça en tête du tout. Transformation numérique, transformation climatique. En fait, on leur dit, les gars, vous allez être transformés dans tous les sens. Il y a les présidentielles qui arrivent, quelles sauces ils vont se faire manger, la fiscalité. Du coup, il faut leur dire, je pense, non pas vous allez être transformés, mais transformez-vous. On va vous aider à voir en quoi ça peut être positif pour vous. C'est d'ailleurs votre adage. C'est exactement l'adage, c'est exactement notre pratique professionnelle. Et l'un des enjeux très concrets auxquels on est confronté dans toutes nos relations clients, c'est en gros l'interlocuteur qui dit « je suis responsable RSE dans mon entreprise ou sur mon site et j'ai 15% de mon temps à consacrer à cette fonction et à côté de ça, je dois faire tout le reste ». Donc sans surprise, en interne, ça n'est pas possible. Bien sûr. Pas pour des raisons, pas pour des mauvaises raisons, c'est pas qu'ils devraient faire plus d'efforts. C'est des raisons mécaniques. Il faut avoir des points d'appui à l'extérieur qui les aident, avec ce point d'appui externalisé, à faire ce qui ne peut pas se faire pour une PME simplement en interne. Ça, c'est notre rôle. J'ai compris. Revenons un peu. Le groupe PHGD regroupe plusieurs entités. Je vais les citer. PHGD, Trust Insight, Flexeol, Catharsis. Je sais que l'envie vous prend peut-être de nous expliquer précisément ça, mais ce n'est pas ce que je vais vous demander. Je vais vous demander pour nos amis qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous brosser le tableau de ces 4 entités? Oui, tout à fait. PHGD, c'est à la fois une holding qui détient des participations et une société de conseil. Flexeol, c'est une société de développement industriel qui réinvente le petit éolien, dans laquelle PHGD a une participation capitalistique. Trust Insight, c'est une société de conseil spécialisée dans les outils de la confiance, dans laquelle PHGD a une participation capitalistique. Et Catharsis, et on va y revenir, je pense, c'est une association. Et effectivement, une association, ce n'est pas une filiale, c'est autre chose. Il n'y a pas de capital, mais c'est un élément important du dispositif qu'on a mis en place, parce que ça répond à des besoins particuliers auxquels les sociétés ne peuvent pas forcément répondre. On va le voir, c'est très important et c'est tout à votre honneur d'ailleurs. PHGD se distingue par son ancrage dans les sciences sociales et humaines, là où d'autres acteurs, eux, privilégient une approche purement technique, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cette différence? Les exemples concrets sont nombreux. Je vais en prendre juste un. C'est une entreprise de l'agroalimentaire qui est dans le sud-ouest, avec qui on a discuté et travaillé autour d'une question apparemment très simple, qui est l'optimisation de la consommation électrique. D'accord. Et quand on veut optimiser la consommation électrique, il y a évidemment différents leviers, mais il y avait un enjeu particulier qui était quand est-ce qu'on arrête la chaîne, puisque c'est comme souvent dans l'agroalimentaire, c'est de la biscuiterie, en fait. Donc, ça fabrique des éléments de biscuits. Arrêter la chaîne, c'est forcément
éviter des consommations électriques. Mais l'arrêt de la chaîne, ça pose 2 questions. Une question d'organisation du travail et surtout une question comportementale. C'est-à-dire que pour que la chaîne soit arrêtée, il faut que l'arrêt soit cohérent avec la vie quotidienne de l'atelier, avec les pauses, avec les présences, avec la responsabilité d'un opérateur qui aura appuyé sur un bouton arrêt. Ouais. Et si l'arrêt est trop court, ça ne sert à rien. Donc il faut arrêter pendant une demi-heure pour que ça ait un sens, pas pendant 5 minutes. Dès lors, arrêter la chaîne, c'est extrêmement facile. Il y a un bouton arrêt, on appuie dessus. Mécaniquement, c'est facile. Organiser la vie de l'atelier autour des arrêts de la machine, ça suppose de repenser le travail, de repenser l'implication des salariés dans le rythme de travail. Ça suppose de mobiliser tout le monde. Et cet exemple, qui est absolument réel, résonne avec beaucoup d'autres exemples qu'on a dans notre pratique, où on constate que l'entreprise a des politiques, des engagements, des process, mais les salariés ne sont pas pleinement impliqués. D'abord parce que les politiques viennent d'une réglementation externe, elles n'ont pas été élaborées en interne. Ensuite, parce que les enjeux de conformité sont décidés au niveau de la direction générale. Donc ça ne les concerne pas. Et les salariés prennent acte du fait qu'on leur a changé leur rythme, leur pratique, leur procédure. Alors que, premièrement, il faut que les salariés soient impliqués pour que ça marche, parce que s'ils ne le font pas... C'est la première roue. Voilà. Et ensuite, et ça c'est le point qui me paraît presque le plus important quand on a un regard de sciences humaines sur la vie industrielle, pas qu'industrielle d'ailleurs, c'est pareil dans l'hôtellerie ou dans le loisir, les salariés qui sont au plus près des machines et des clients savent énormément de choses sur la réalité de l'activité qui ne remontent pas toujours bien dans les processus formels de l'entreprise. Enrichir ce dialogue entre la réalité opérationnelle et la stratégie, c'est en fait un enjeu stratégique majeur pour toute entreprise. Les grandes entreprises ont du mal, les petites encore plus. Et donc, l'une des choses... Vous êtes un lion là-dedans ? On peut être un lion. L'une des choses qu'on propose, en utilisant notamment le modèle de l'arbre de confiance, qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est de dire, faisons une petite enquête où on crée les conditions dans lesquelles les opérateurs, qui sont encore une fois au plus près des machines ou des clients, selon les cas, peuvent faire remonter leur expertise, qui est en général considérable. D'accord. Sur les enjeux, les possibilités d'amélioration, les problèmes, et créons les conditions où une meilleure circulation de la connaissance très concrète de la vie de l'entreprise va enrichir l'élaboration stratégique. Et ça revient au point de départ que j'ai mentionné tout à l'heure, dès le début. Si on se contente de la conformité réglementaire, on va forcément subir. Si on prend cette contrainte réglementaire comme l'occasion de réfléchir à sa stratégie, là, on va pouvoir s'approprier et en faire un levier de transformation positive. C'est toute l'idée. Vous intervenez dans une entreprise en proposant, via ce fameux terme que je ne connaissais pas moi, de l'arbre de confiance, mais ma question c'est comment on parle à ces salariés quand on arrive à vouloir mettre ça dans l'entreprise ? Est-ce que vous agissez, vous, comme une certaine forme de tiers de confiance, donc comme c'est vous, c'est OK, et on va suivre, parce que j'ai envie de dire, le bon sens ferait que tous les patrons savent que la production et la productivité et les gens au plus près de la productivité savent beaucoup de choses sur la vie de l'entreprise. Le bon sens ferait que les RH disent remontez-nous les infos. Mais il ne suffit pas de le dire. Parce qu'il faut que ça remonte, il faut qu'il y ait une confiance réciproque. Et peut-être un tiers de confiance qui agisse en arbitre. Exactement. Et souvent, il faut aussi des procédures pour que ça remonte. Et les procédures, il faut les mettre en place, comme tout système d'information. Mais effectivement, il faut une relation de confiance qui n'existe pas toujours. Ouais, c'est vrai. Et on sait que dans les entreprises, il peut y avoir une méfiance réciproque. Alors, surtout, dans le cadre des opérations de restructuration qui sont fréquentes. Moi, j'entends souvent dans les discussions avec des prospects, des contacts commerciaux, est-ce que vous savez qu'on a été racheté au mois de janvier ? Non, désolé, ça m'a échappé, je ne peux pas avoir l'œil sur tout. Mais effectivement, une entreprise qui vient d'être rachetée entre dans un tunnel de difficultés potentielles, qui sont des difficultés de méfiance réciproque, où la
direction générale, sous pression des nouveaux actionnaires, peut être vue par les salariés comme susceptible de remettre en cause des modes de travail acquis, des avantages, acquis, bien sûr, bien sûr. l'esprit de l'entreprise. Et donc, du coup, il y a un blocage des salariés. Et ça peut être un blocage. Et souvent, les non-dits, et c'est là aussi où venir des sciences humaines, c'est un avantage, les non-dits sont aussi importants que les dits. La résistance passive ou l'indifférence peut peser beaucoup dans l'incapacité d'aller saisir des possibilités de transformation positive qui pourtant sont là. Et là, je suis absolument d'accord, la notion de tiers de confiance est essentielle et on l'entend, pas forcément avec ces mots-là, mais on entend cette idée dans beaucoup de nos conversations. Bien sûr. Effectivement, pour faire ça, il nous faudra un intervenant extérieur. Ça tombe bien, ça peut être nous. Il faut savoir lire, j'allais prendre ce parallèle, il faut savoir lire le langage corporel des salariés. Ce que vous dites, ce qu'ils disent pas vraiment ou ce qu'ils disent plus vraiment. Il faut savoir lire ça dans leur productivité, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, ça rejoint une question plus large, parce que la question de la confiance, nous, on la travaille dans l'entreprise, mais évidemment, on la retrouve à d'autres niveaux. Il y a des enquêtes de confiance, confiance dans les médias, confiance dans la science, confiance dans les politiques. Et on constate des différences saisissantes d'un pays à l'autre sur les niveaux de confiance. Et ce que ça signifie, ça n'est pas qu'il y a une vraie relation de confiance qui est beaucoup plus forte dans les pays d'Asie, par exemple, à l'égard des gouvernants qu'en France. C'est que l'interprétation donnée à la notion de confiance est très différente. En France, on est globalement dans une société de la méfiance, où la méfiance est érigée en principe de base. Voilà. Il y a un côté gaulois. On est râleur, on n'a pas confiance, bien sûr, bien sûr. Donc, avoir confiance, c'est quelque chose de fort. Pour qu'un Français ait confiance, il faut qu'il y ait des raisons fortes et ça constitue un engagement. Donc, a priori, on n'a pas confiance. Et puis, si les conditions sont réunies, on peut exprimer la confiance. Dans d'autres cultures, c'est l'inverse. Exprimer une méfiance a priori, c'est grossier. C'est faire preuve d'un comportement inapproprié. Absolument. Et donc, exprimer une confiance a priori, ça n'est pas forcément un engagement fort, c'est plutôt une évidence. Je comprends. Et du coup, la confiance apparemment forte peut s'effondrer très vite. Ouais. En France, c'est peut-être l'inverse. Malgré une méfiance affichée, Oui, c'est notre les choses ne marchent pas si mal. Absolument. Je voudrais qu'on parle quelques minutes de Flexeol. Avec un modèle, alors pardonnez-moi parce que je ne suis pas très expert là-dedans, mais en gros de petit éolien. Tout à fait. Pour être tout à fait honnête, je ne savais même pas que ça existait. Vous en avez fait une sorte de niche. Ouais. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, les éoliennes dont les gens ont l'habitude, Les grandes pales, là, sont des éoliennes, pour donner des ordres de grandeur, pour que les gens comprennent en quoi petit c'est petit, qui font en général 2 mégawatts de capacité, parfois 4 maintenant, et qui font à peu près 160-180 mètres de haut. C'est ça. Donc ça, on les voit sur les cimes des dans les champs. Beaucoup de gens, de plus en plus, trouvent qu'il y en a trop et que c'est un autre sujet. Petit, c'est 20 fois plus petit que ça. En puissance, c'est donc des éoliennes de 100 kW, donc 20 fois moins que 2 mégawatts. Et ce n'est pas 20 fois plus petit en hauteur, mais c'est des mâts de 30 mètres. D'accord. Donc, au lieu d'être très au-dessus des cimes des arbres, ce sont des éoliennes qui ont à peu près la hauteur d'un arbre. Donc, ça change complètement l'inscription dans le paysage. Ça change aussi l'usage. Les éoliennes de grande taille, les parcs éoliens composés d'éoliennes de grande taille sont destinés à alimenter le réseau électrique. Oui. C'est comme une centrale nucléaire, sauf que c'est plus dispersé dans l'espace. Mais ça va dans le réseau et puis ça finit chez vous, dans vos prises, éventuellement parce que vous auriez souscrit un contrat qui garantit l'origine verte de l'électricité, comme ça se développe aujourd'hui. Mais le réseau fait l'intermédiaire. Nous, notre concept et la niche que vous citiez, c'est de permettre à ceux qui veulent produire sur site de le faire, y compris avec l'éolien. Avec le solaire, c'est une évidence. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Tous les agriculteurs ont des panneaux sur leur hangar. Les parkings, les ombrières de parking vont être obligatoirement photovoltaïques au-delà de 80 places et ainsi de suite. Les options éoliennes à cette taille-là n'existent pas vraiment. Il y a très très peu. Donc on est d'accord qu'on les met chez soi. Chez soi.
Chez soi, 100 kilowatts, ce n'est pas à l'échelle du particulier. Il y a un autre marché. J'entends qu'on chez appelle toi le- dans voilà, les entreprises. c'est ça. Qu'on appelle le micro-éolien, qui offre des solutions à l'échelle du particulier. D'accord. On Ah, ça existe aussi, ça. Ça existe aussi. Incroyable. Ça s'appelle le micro-éolien. Incroyable. On a un partenaire qui travaille dans ce D'accord. domaine, mais on n'est pas nous-mêmes directement J'entends. dessus pour l'instant. Donc 100 kilowatts, c'est à l'échelle d'une exploitation agricole, d'une petite entreprise industrielle ou de l'autoconsommation collective, comme ça se développe notamment en zone semi-rurale, ou en général par l'intermédiaire d'une collectivité, un village ou un quartier se regroupe pour acheter la production d'une machine. Aujourd'hui, ces trois marchés, agriculteurs, petits sites industriels, autoconsommation collective, sont presque exclusivement alimentés par le solaire photovoltaïque. OK. Il y a quelques exemples de micro-hydraulique et de D'accord. micro-géothermie aussi, mais les options éoliennes sont quasi absentes. Pourquoi? Parce que les constructeurs ont suivi cette montée en taille un peu folle, surtout Aveuglément, oui, d'accord, OK. où on a des machines qui font 15 mégawatts et qui sont plus hautes que la tour Eiffel qu'on installe en mer. Et il y a des raisons à ça, parce qu'il y a une bonne ressource éolienne en mer, bien sûr, c'est pas absurde, Ouais, n'importe quoi. Mais du coup, l'attention a été détournée de cette niche. Et la deuxième raison, c'est le succès du photovoltaïque qui est venu occuper cette niche. Mais, et ça tout le monde le sait, le photovoltaïque est très saisonnier. En France, en gros, pour avoir un ordre de grandeur, entre janvier et juillet, un panneau solaire, ça produit dans un ratio de 1 à 7. 7 fois plus en juillet qu'en janvier. Pourquoi? Parce que les jours sont plus courts et Ouais. le soleil est moins haut. C'est évident. On pourrait avoir tendance à se dire, cher John, que ça va évoluer. Alors, ces deux choses-là ne vont pas évoluer. L'angle la durée du jour et Non. l'angle du soleil vont Ça, évoluer. non, ça oui, mais je veux dire, d'un Même point de si vue les panneaux technologique. sont plus efficaces, Ouais. le ratio, lui, il ne va pas changer. D'accord, OK. Des panneaux plus efficaces vont garder ce ratio en gros de 1 à 7 D'accord. dans nos latitudes. Donc, de deux choses une, soit on s'équipe de suffisamment de panneaux pour répondre à ses besoins d'hiver, et dans ce cas-là, on a un surplus gigantesque en été, soit on dimensionne les panneaux pour les besoins d'été, Et en et ventile. dans ce cas-là, on a un déficit en hiver. L'éolien a deux avantages de ce point de vue-là. Premièrement, c'est moins variable, Ouais. saisonnièrement. Ouais. C'est beaucoup plus variable d'une heure sur l'autre, par contre. Ah, OK. Parce que le vent, ça va, ça vient. Le soleil est plus stable et plus prévisible. En revanche, la saisonnalité est inverse. Les éoliennes produisent plus en hiver qu'en été. Ça veut dire qu'on ne peut pas nacher les deux offres. On pourrait panacher les deux offres. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Proposer des solutions qui permettent, en mettant ensemble du petit éolien et du solaire qui est déjà modulaire, puisque les panneaux, on peut en mettre autant qu'on veut et qu'un panneau fait 500 watts, disons, pour aller vite. En panachant les deux, on a quelque chose de moins intermittent qui, du coup, réduit les risques de suréquipement et réduit aussi les besoins de stockage. Le stockage répond à cette saisonnalité, mais ça coûte très cher. Si on peut intégrer solaire, éolien, stockage et, là où c'est pertinent, géothermie et micro-hydraulique. On peut arriver à être totalement indépendant? On pourrait, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il faut pas. D'accord. Ni pour soi, ni pour le réseau. C'est plutôt ce qu'on arrive à faire, c'est à soulager le réseau. Bien sûr qu'il y a en tension. Un goulot d'étranglement absolument. majeur. Absolument. On a vu la fragilité, ce crash spectaculaire qui a eu lieu en Espagne il y a quelques mois, dont l'origine d'ailleurs est en France, l'origine immédiate. C'est l'interruption de l'interconnexion France-Espagne Ah oui, d'accord. OK. qui a précipité par un effet domino l'effondrement du système espagnol et portugais. Tous ceux qui avaient des ressources d'autoproduction et d'autoconsommation locale ont pu tenir le coup, alors que ceux qui dépendaient uniquement du réseau ont subi pendant pratiquement 3 jours au total une avarie d'importance extrême. Et ce qui est important là, c'est pas tellement s'isoler du réseau pour se protéger, c'est rendre le réseau plus robuste. Ce mot, vous l'aimez beaucoup. Hein. Voilà, en multipliant les points de production. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de souveraineté, cher John? Oui, quelque part, oui. Sauf qu'on associe souvent la souveraineté à l'État. Ah, pas que. Mais si on la décline à de multiples niveaux,
depuis le site d'une entreprise, le territoire d'une Ouais. collectivité, une région. C'est une certaine forme de souveraineté. Exactement. Avoir un certain contrôle sur les ressources critiques à l'échelle qui est pertinente pour ces ressources. Et il n'est pas certain que pour le système électrique, il est même certain de l'inverse, je pense, que le niveau le plus approprié soit le niveau national. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des opérateurs nationaux, ça c'est un autre sujet. Oui, 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 ça, Mais le réseau, j'entends. plutôt que de déverser de la production centralisée, a peut-être vocation à interconnecter de la production décentralisée. C'est ça l'idée. PHGD Group intègre aussi Catharsis. Alors, je voulais y venir parce que là, ça c'est tout à votre honneur et je trouve ça chouette. C'est une association à but non lucratif. En quoi c'est important? En quoi ça renforce votre crédibilité, votre impact? Alors, ça a deux rôles. Le premier rôle, c'est parce que nous attachons beaucoup d'importance aux idées, au développement de nouvelles idées, de protocoles d'intervention, concepts, etc. Parce que nous faisons ça, nous avons besoin d'un cadre souple dans lequel des gens qui ne sont ni des salariés ni des associés puissent participer à des projets de réflexion commune. Une association se prête parfaitement à ça. Donc ça, c'est une fonction importante qui n'est pas économique. C'est un carrefour d'énergie intellectuelle. Ouais. Mais il y a aussi un enjeu économique qui est très important. Et ça, j'y suis d'autant plus sensible que j'ai passé 18 ans dans le système des Nations Unies, on en parlait tout à l'heure, et que nous avons aujourd'hui, à travers Catharsis, des projets notamment en Afrique, sur les questions de confiance. En France, dans le Conseil, et demain dans le petit éolien, nous allons vendre des services ou des produits à des clients, et les clients payent ce qu'ils nous achètent. C'est simple, c'est classique. Il y a beaucoup de gens qui ont vocation à bénéficier de notre action, qui n'auront jamais les moyens d'acheter nos services. Donc, on fait comment? On ne fait pas ou on fait différemment? On fait différemment. Et la manière de faire différemment, c'est la manière qui est familière dans tous les champs du développement, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de soutenir un opérateur technique pour fournir à des bénéficiaires des services qui sont payés par l'institution qui soutient. C'est vertueux? C'est vertueux et ça permet d'ouvrir des portes qui sinon seraient fermées. Ça permet d'œuvrer pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des services, mais qui peuvent grandement en bénéficier. Je vais dire un mot de ce qu'on fait actuellement au Cameroun, parce que c'est le pays où on pilote cette opération. C'est donc une opération Catharsis, qui s'appuie sur les outils de Trust Inside à travers un accord de licence et qui vise à faire émerger au Cameroun une maison ou un réseau de maisons de la confiance pour la paix dans un pays politiquement complexe. Très incertain, oui, très, très compliqué. Avec une histoire complexe, une vision linguistique et régionale, bref. On connaît, beaucoup, je pense, de ceux qui nous écoutent, connaissent la complexité du Cameroun et les risques qui en résultent. En travaillant avec des partenaires sur place, avec un investissement préparatoire qui nous a pris pratiquement 3 ans pour en arriver là, nous allons, dès ce mois-ci, d'ailleurs, c'est à la fin du mois qu'aura lieu la première opération de formation sur le terrain de praticiens de la confiance. Incroyable. Par Catharsis, avec les outils de Trust Inside, pour ancrer dans les territoires camerounais, en commençant à Bouya, dans le sud-ouest, qui est un territoire sensible, parce que c'est un territoire anglophone, dans un pays majoritairement francophone. Et ensuite, on va l'étendre à d'autres régions, y compris le nord-ouest, qui est encore plus complexe, parce que touché par les phénomènes de radicalisation Boko Haram importés du Nigérien, notamment. Et, bref, on ne va pas faire un séminaire sur les Falloun, mais c'est un... Voilà, ça illustre la nécessité de trouver d'autres manières d'agir, de ne pas vendre des services, là. On ne peut qu'agir autrement. Et ce que nous avons réussi à faire, c'est construire un projet avec un fort ancrage territorial, avec des partenaires locaux très solides, et donc convaincre une grande fondation philanthropique de soutenir cette action, et donc de soutenir Catharsis pour mettre en œuvre le projet au bénéfice des Camerounais sur le terrain. Sans rentrer dans le secret des dieux, c'est une opération à combien qui a été financée? À combien? Quand on dit qu'elle ne pourrait pas se payer ça, c'est quoi les enjeux? Alors, en gros, pour donner des ordres de grandeur, pour la première année en coût plein,
on cherche 300 000 euros. D'accord. Ok. Et la fondation nous a donné déjà 75 000 euros D'accord. pour démarrer. Ok. J'ai compris. Donc, on est sur des budgets on n'est pas sur des milliards, c'est pas des... Mais c'est suffisant pour que ça soit compliqué. Mais on ne peut pas lever ça, on ne peut pas trouver ça en conditions locales. Et puis, ce ne sont pas des services vendables, il n'y a pas de clients. C'est j'entends. Il y a pas de du pays, c'est de l'intérêt général. On va revenir sur nos PME. Il y a une offre chez vous que vous appelez Conseil Flash. Ça, c'est une offre, ça vaut 100 euros. Ça dure 1 heure. C'est une sorte de mini-audit, mais moi, ma question, c'est comment on peut être aussi efficient en 1 heure? Alors, on peut l'être. D'abord, c'est un contact qui, évidemment, peut s'approfondir par d'autres accompagnements. Bien sûr. Mais c'est une manière de dire, pour les PME et pour les TPE, et les TPE, on a évidemment du mal à les toucher par l'offre de services traditionnelle parce que le ticket d'entrée est déjà un peu... C'est trop élevé pour eux. De leur dire, certains de vos problèmes sont peut-être des problèmes finalement très classiques auxquels on peut répondre parce qu'on a l'expérience, on y a déjà répondu. Ouais. Je prends Mutualisation de votre expérience, en fait. C'est ça. Ok. Un exemple concret, les normes. Il y a une norme qui est la norme ISO 14001, qui est la norme de système de management environnemental. Et donc, pour être normalisé au titre de cette norme ISO, on doit mettre en place un certain nombre de procédures dans l'entreprise pour gérer de manière transversale et cohérente l'ensemble des questions environnementales. Être normalisé, de plus en plus, ce n'est pas simplement un choix stratégique, c'est souvent une contrainte. Et ça, on le voit parce qu'on parle à des acteurs à différents niveaux de la même chaîne de valeur. Par exemple, quand on discute avec les opérateurs de l'emballage, qui ont beaucoup de sujets de déchets à gérer, ils imposent à leurs fournisseurs en amont et à leurs transporteurs en aval de répondre à un certain nombre de contraintes réglementaires pour pouvoir répondre à leurs propres contraintes réglementaires. Donc l'entreprise d'emballage va dire à ses fournisseurs de matières premières, carton par exemple, si vous n'êtes pas normalisé, on ne va pas pouvoir travailler. On ne travaille pas ensemble. Et donc, ça se répercute en amont et en aval, de telle façon que progressivement, la normalisation devient une norme dans l'autre sens du terme. Une norme, absolument. En même temps, ça fait peur. Quand on est une petite entreprise... Et qu'on n'a pas les moyens de se mettre à la page de tout le monde. Et qu'on dépend peut-être de 2 clients seulement, ce qui est fréquent dans la chaîne de valeur. Si on perd un client, c'est fini. On a perdu la moitié du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, comment est-ce que... Moi, je n'y connais rien. C'est quoi 14001 ? Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut aller sur Google, on peut demander à une IA. Eh bien, peut-être qu'un conseil humain, c'est bien aussi à visio, sur 1 heure, ça peut être plus rassurant, plus concret. Effectivement, expliquer ce que c'est que 14001, ce qu'il faut pour se conformer et combien ça va coûter, ça, je peux le faire en 1/4 d'heure. Et ensuite, les 45 minutes qui restent, c'est est-ce qu'on peut vous aider concrètement à faire ça? Sur quel calendrier? Comment? Est-ce qu'on peut vous recommander des gens pour vous aider? On ne va évidemment pas régler le problème, en 1 heure. Mais on peut le baliser pour quelqu'un qui a un gros doute. Faire tomber le doute. Créer de la rassurance, faire tomber le doute. J'ai compris. C'est ça l'idée. Ok, j'ai compris. Et d'ailleurs, j'ajoute sur Conseil Flash, c'est une opération promotionnelle, parce que 100 euros pour 1 heure, c'est pas cher. En gros, on sacrifie la marge là pour... oui, c'est comme quand on met sol dans l'énorme lettre rouge sur la vitrine. Ça fait partie du business. Normalement, ça s'est terminé le 22 mai. On a fait l'opération sur 1 mois. Mais cette opération, moi, je la prolonge bien volontiers. Toute personne qui nous écrira contact@phgd.fr en quittant l'émission, on continue l'opération. Prolonge l'offre aussi longtemps que nécessaire, mais uniquement si vous citez l'émission. Alors, on va remettre immédiatement en bas de cette vidéo l'adresse mail sur laquelle John vous invite à écrire. Vous venez de notre part, vous allez dire IFA, le code c'est IFA, IFA, et vous aurez cette offre prolongée. Exactement. Merci pour cette offre, ça nous fait plaisir en direct. Vous voyez d'ailleurs, ça ressemble un petit peu au raisonnement Catharsis. Comment faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas payer le plein tarif peuvent néanmoins bénéficier de notre expertise? C'est une manière tout à fait différente et commerciale, classique, mais de répondre à ce même souci, notamment pour les TPE. Absolument.
Vous décrivez PHGD comme une fabrique à idées. Comment équilibrez-vous l'innovation conceptuelle, la recherche, le cadre théorique, tout ça, et l'action concrète? Parce qu'il faut agir. Alors, il y a 2 questions. La première, c'est comment est-ce qu'on gère ça dans le temps? Ouais. Eh ben, on fait ce qu'on peut, on jongle, hein. Ouais. Heu, mmh et l'un de nos gros avantages, c'est d'être connectés à des réseaux d'expertise, y compris internationaux, qui nous permettent de bénéficier d'un écosystème Ouais. d'élaboration conceptuelle. C'est un atout majeur. C'est un atout majeur. J'ai la chance de bénéficier de beaucoup des réseaux que j'ai constitués à l'UNESCO, y compris des programmes que j'ai créés Ouais. à l'époque, avec lesquels je peux toujours travailler aujourd'hui de Ouais. l'extérieur et j'en bénéficie. En revanche, il y a un deuxième point qui est opérationnel et qui est sans doute le plus important. L'objectif de nos réflexions intellectuelles, conceptuelles, méthodologiques, c'est d'aboutir sur des protocoles d'action. Mmh. Et ces protocoles d'action sont, du coup, le fondement de nos interventions. Par exemple, on a élaboré tout un protocole autour de la notion de santé commune, qui est, publié comme un document de recherche, mais qui est également proposé comme un protocole d'intervention. Ah, ce n'est pas qu'une vision intellectuelle des choses. Non, c'est, très concret, c'est en partant de cette théorisation, et c'est une théorisation, c'est plutôt pour les collectivités ça, que D'accord. pour les entreprises. Voici comment on peut intervenir chez vous, si vous le souhaitez, pour, avec vous, élaborer, une stratégie de santé commune sur votre territoire. Ça, c'est le pont. Et ce qui est vrai pour les collectivités est tout aussi vrai pour l'entreprise. Le travail sur la confiance, c'est un travail conceptuel et méthodologique, mais qui est dès le départ orienté vers des protocoles d'intervention très concrets, où on aide des clients à répondre à leurs problèmes de confiance dans leur structure. En 2026, quels sont, selon vous, les 2-3 enjeux prioritaires pour vos clients? Alors, je vais séparer, pour répondre à la question, les collectivités Oui. et les entreprises. Oui. Pour les collectivités, alors surtout qu'on est, au lendemain d'élections municipales, donc il y a des gens qui viennent de se faire élire pour 6 ans et qui doivent réfléchir stratégiquement. 6 ans, c'est long. Et en même temps, ça va très vite et on sait très bien que ce qu'on ne fait pas dans les 3 premières années d'un mandat, on va pas le faire. C'est évident. Donc le temps est à la fois long et compté. Et donc, nous avons vocation à aider, les collectivités à penser stratégiquement l'ensemble de ces enjeux de transformation environnementale au sens le plus large. Et le sens est très large parce que ça engage bien sûr l'énergie, l'eau, la biodiversité, mais ça engage aussi le logement. La question de la qualité thermique des logements sûr. devient critique. On s'est quand même beaucoup très assoupli ces derniers temps là-dessus. Et on a assoupli les normes parce qu'on a vu Ça nos fait, capacités à y ah oui. répondre. Bah, Mais le problème n'a pas disparu. ah non, le Parce que problème est les bien, sont toujours ouais, non, bien là, bien sûr. ça engage la mobilité, qui est devenue un sujet politique virulent, comme on le sait. Les élections municipales dans certaines villes se sont jouées sur l'opposition voiture-vélo, Absolument. avec des visions concurrentes et franchement antagonistes de ce que devait être une ville autour de la mobilité. La question des ZFE est devenue un point central, bien sûr. du débat politique. Il me semble que ce dont les collectivités ont le plus besoin, c'est de construire une capacité d'expérimenter. Il faut qu'on sorte du déversement d'engagements internationaux dans des politiques nationales que les collectivités subissent comme des injonctions à agir. Ça ne marche pas. Et ça crée beaucoup de frustration et d'opposition, y compris directement politique. Il faut que les collectivités acquièrent la capacité d'expérimenter. Certaines le font, bien sûr. Le cadre juridique n'y est pas toujours très favorable. Il y a tout un débat sur l'expérimentation juridique en particulier, qui est un débat qui est loin d'être terminé. Ça suppose des aménagements réglementaires qui peut-être viendront, mais les maires le revendiquent. Permettez-nous, disent-ils, de tester chez nous des choses. Il n'y a qu'eux qui connaissent parfaitement leur territoire. Si ça marche, on partage. On sera la Et beauté. d'autres pourront s'inspirer de nous. Bien sûr. Si ça ne marche pas, on y met fin dans un temps court et on prend acte de des choses. Le droit de tester. Voilà, le droit de tester. Alors,
tester toutes sortes de choses dans tous les domaines dont nous venons de parler. Mais ça suppose un état d'esprit, et ce n'est pas un clivage politique gauche-droite, c'est vraiment un état d'esprit par rapport à l'évolution d'un territoire, et ça suppose des compétences techniques que les collectivités n'ont pas forcément en interne. Les grandes villes, oui, mais pas Bien sûr. les villes de taille plus modeste. Donc, elles ont besoin d'interlocuteurs qui leur apportent des concepts, des méthodes et des protocoles d'action qui puissent donner lieu à expérimentation. De toute façon, on va trahir un peu le secret, on en parlait un petit peu en tête tout à l'heure avant de monter sur le plateau, mais il y a un réel coût de l'inactivité aujourd'hui. Ça coûte cher de rien faire. Et ce que vous me disiez très justement, on n'est même pas sûr que ce retard, on va pouvoir le combler. Non, Donc il faut, quoi qu'il arrive, maintenant, il faut agir quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et essayer d'agir toujours en cherchant ce qu'on appelle trivialement du gagnant-gagnant. Mais il y a beaucoup de gagnants-gagnants à aller chercher en réalité. Si ce n'est que pour que ce soit vraiment gagnant-gagnant, il faut avoir la capacité d'intégrer beaucoup d'éléments disparates. Par exemple, on sait que la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée à Paris sur 20 ans. Les mesures sont sans discussion là-dessus. C'est lié aux transformations à la fois en volume et en mode des circulations. Mais ça crée des problèmes sociaux. Bien sûr, tout le monde bénéficie d'une qualité de l'air améliorée, et particulièrement ceux qui vivent dans les zones les plus polluées, c'est-à-dire le long du périphérique. Des deux côtés d'ailleurs, à Paris. Et en banlieue, mais les contraintes sur la circulation pèsent davantage sur ceux qui sont juste à l'extérieur que sur ceux qui sont dedans. Et c'est mal perçu. Et ça a été construit politiquement, le mouvement des gueux, etc., d'une manière que chacun connaît. Il est indispensable d'intégrer toutes ces dimensions dans la réflexion. Et intégrer stratégiquement, transversalement, ça c'est notre raison d'être, notre métier. Pour les entreprises, alors, les défis que nous rencontrons constamment, en gros, il y en a 3, c'est énergie, eau, déchets. Dans les différents secteurs, à chaque fois de différentes manières, avec des pondérations qui peuvent être différentes. Mais ces 3 enjeux sont les enjeux pour les PME techniques auxquels on peut aider à répondre en adoptant cette vision large et stratégique de la transition écologique ou des transformations environnementales, si on préfère ce terme, mais il faut accepter les termes du débat public. Il ne faut pas constamment brandir en être un ayatollah de la sémantique. On est comme Don Quichotte, on se bat constamment contre des moulins. Donc la transition écologique, concrètement, c'est ça pour les entreprises. D'accord. Mais en même temps, cette transition écologique n'est pas déconnectée d'autres formes de transition, de transformation. Et il y en a au moins 2. On parlait tout à l'heure d'ailleurs en préparant. Premièrement, la transition technologique, notamment celle de l'intelligence artificielle, puis qui bouscule tous les modèles d'affaires. Elle nous a giflé, le terme c'est giflé. Donc, traiter la transition écologique sans tenir compte de la transition numérique, c'est se tromper. Et cette transition sociale majeure qu'est la transformation du rapport au travail. Donc, en réalité, le défi pour les PME, c'est de faire le lien entre les 3 sommets de ce triangle, environnement, technologie, rapport au travail, et de voir comment, à partir des 3 enjeux en même temps, on peut trouver les meilleures solutions pour préserver sa marge, préserver sa rentabilité. Et vous dites que c'est possible. C'est possible. Répondre aux injonctions réglementaires, qui sont ce qu'elles sont, mais en même temps, ne pas se contenter de la conformité, aller chercher, parce que c'est à cette condition-là qu'on peut préserver sa rentabilité, aller chercher des transformations positives. Et là, on n'avait pas forcément prévu de parler de l'IA, mais on ne peut pas ne pas en parler en même temps par les temps qui courent. Moi, je suis très frappé par le fait que l'IA au sens usuel du terme, c'est-à-dire les modèles langagiers, sont utilisés principalement non pas pour répondre à des besoins et créer des valeurs nouvelles, en faisant des choses qu'on ne savait pas faire avant, mais pour essayer, de manière souvent maladroite et un peu suiviste, de remplacer un modèle ou moteur de recherche des humains
ou des technologies préexistantes. Effectivement, demander à l'IA de faire ce que faisait Google, est-ce que c'est vraiment très utile? Mm. Ce qu'on doit reconquérir, c'est une approche stratégique de l'IA. C'est-à-dire, d'abord, on en a besoin, pourquoi? Et cette réflexion sur le besoin, Elle est ouverte, cette réflexion. elle est ouverte. Elle est ouverte. On y réfléchit tous. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, par exemple, j'ai pour souvenir de Sylvain Wasserman, qu'on embrasse, le patron de l'ADEME, qui disait « Moi, l'IA, super, j'ai pas de problème avec ça. Juste, j'aimerais bien ouvrir le capot de certaines IA pour voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Et encore une fois, ça parle aussi de souveraineté numérique de notre État. Tout ça, aujourd'hui, ce sont des valeurs qui tellement arrivé fort, tellement arrivé vite, ça a créé tellement de friction qu'aujourd'hui, on a même oublié ces questions-là, d'ouvrir le capot, de regarder comment c'est fichu cette histoire, qu'est-ce que ça consomme réellement. Donc oui, oui, mais alors, on arrive au but de cet entretien. J'aime bien terminer par une note un peu positive, parce que en étant raisonnablement positif, selon vous, Chardon, qu'est-ce que vous voyez pour nos PME françaises? Allez, on va se donner un truc qui est un peu loin et un peu court, 10 ans. Comment ça va avancer tout ça? Est-ce que les entreprises auront suivi ce grand mouvement, cette déferlante de la transformation, vous le voyez arriver comment ça? Bah, inévitablement, certaines vont réussir, d'autres vont échouer. Ça, c'est D'accord. normal. On a commencé l'interview, on disait, Voilà. on n'y est pas. On n'y est pas. Je crois que le potentiel de transformation positive est considérable à condition de tenir les 3 bouts du triangle dont on est en train d'évoquer et notamment embrasser au lieu de simplement subir cette transformation de la relation au travail que la pandémie a déclenchée, mais qui préexistait à la pandémie. Mais c'est vraiment la pandémie qui a révélé à quel point on avait besoin de repenser le rapport au travail, y compris le rapport très concret, quotidien, à la mobilité, à la présence au bureau. On doit également gérer ce que savent tous les directeurs RH, le rapport très différent des jeunes générations au travail par rapport à leurs aînés. Incroyable. Ils n'ont pas les mêmes attentes. Non. Ils sont à la fois beaucoup plus exigeants à l'égard de leur employeur et beaucoup moins investis dans la relation salariale, qui n'est pas la même chose que le travail. Bien sûr. Et du coup, tirer parti de leur talent, ça va supposer d'autres modes d'organisation. En plus, les jeunes générations sont souvent très sensibles aux questions environnementales. On en parlait tout à l'heure, je pense que c'est eux qui vont nous sauver. Ouais, et ils vont donc choisir leur employeur en partie en fonction de ça. On l'a vu avec ces moments un peu polémiques autour de remise de diplômes dans les grandes écoles, AgroParisTech, Polytechnique, avec la remise en cause d'un certain modèle de recrutement et donc de débouchés pour ces écoles prestigieuses. Et la revendication de travailler autrement, pas moins, mais autrement, différemment, au service d'une notion de valeur qui intègre des causes. C'est un peu de ça qu'on parle, comment intégrer les causes dans la valeur, au lieu de considérer la valeur économique et les causes auxquelles on tient comme des univers complètement disjoints. Ça, c'est un défi entrepreneurial, sociétal, politique, et dans le fond culturel. Et les 10 années qui viennent vont témoigner de notre capacité à les affronter, du moins j'espère. On va y arriver, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. On va rappeler à nos amis, John Crowley, c'est le patron de PHGD. On va vous mettre toutes les informations. Rappelez-vous, vous pouvez aller prendre de l'information sur le site, mais vous pouvez aussi vous payer une consultation flash, puisque c'est une offre un peu promo qu'on a dans l'émission. Exactement. Émission un peu longue aujourd'hui, mais le sujet valait vraiment le coup qu'on s'étende et qu'on prenne le temps d'en parler. Merci de m'avoir donné ce temps. Je suis ravi de ça, de ce temps long avec vous. Je suis très content. Vous qui nous suivez, on se retrouve très vite. Vous savez que vous pouvez revoir cette émission sur CNews. On vous dit à bientôt. Tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.